Bien, bonjour à tous. Je suis très contente d'accueillir à nouveau des gens dans l'amphi. Alors bon, on n'est pas encore à 400 personnes, mais j'espère bien que ça va pas tarder. Mais c'est un vrai plaisir d'avoir du monde ici. Je suis très contente de vous retrouver. L'équipe des Midi Minatek se joint à moi pour vous remercier d'être là. Et donc, eh bien, c'est la dernière avant la trêve de l'été. C'est la dernière session. Et dès maintenant, je peux vous annoncer qu'on va se retrouver en septembre. Et ce sera le 17 septembre, a priori. Donc, mettez ça dans vos agendas pour être à l'affût de l'annonce de notre programme et aussi pour savoir dans quelle mesure nous pourrons être plus nombreux dans cet amphi. Voilà. Et donc, nous avons eu un Midi Minatek sur la suprématie quantique. Hein, c'est ce qu'avait annoncé Google. Et un Midi Minatek qui nous a montré où était l'immense verrou qu'il y avait avec le calcul quantique qui résidait dans la propagation des erreurs de calcul. Aujourd'hui, eh bien, on a le plaisir d'accueillir Silvano De Franceschi, qui est directeur de recherche au CEA, à la direction de recherche fondamentale, à l'Institut IRIC. Alors après, il y a tout un tas un département, etc. Si tu veux bien nous dire tout à l'heure dans ton introduction ce dont il s'agit. Et Silvano nous propose aujourd'hui de nous poser la question sur quel serait le rôle des matériaux semi-conducteurs dans le développement du calcul quantique. Voilà, alors Silvano, je ne vais pas en dire plus, je vais te donner la parole. La parole est à toi. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici, à ce Midi Minatek. Donc, au sujet de l'information quantique, c'est une opportunité pour vous raconter un peu, vous donner ma vision sur le domaine, sur l'état de l'art et de vous dire un petit peu à quoi on s'intéresse en particulier ici à Grenoble. Donc, pour commencer, la mécanique quantique a été développée pendant, grosso modo, les premières trois dizaines d'années du siècle dernier. Et vous voyez ici sur la photo, cette célèbre photo, une bonne partie des physiciens qui ont contribué à sa naissance. Il y a Schrödinger, Heisenberg, Pauli, tous des fameux noms. Donc, c'est une théorie qui est née pour répondre aux besoins de comprendre la nature microscopique de la matière. Donc, essentiellement, comment marchent les atomes, mais qui ensuite a permis aussi de comprendre les propriétés électroniques des solides, des isolants, des métaux, des semi-conducteurs en particulier. Et c'est en fait avec les semi-conducteurs qu'ensuite on est arrivé à développer des dispositifs cruciaux tels que les transistors ou les diodes photoluminescentes qui jouent aujourd'hui un rôle clé dans l'information, dans la technologie de l'information. Donc on peut voir que dans cet enchaînement, la vie d'aujourd'hui est très conditionnée par la naissance de la mécanique quantique. Donc, plus dernièrement, on entend parler souvent de seconde révolution quantique. Donc, de quoi s'agit-il? Pour répondre à ces questions, il faut remonter aux années 80, lorsque certains physiciens, dont les plus célèbres, certainement le prix Nobel Richard Feynman, ont avancé l'idée que, en utilisant un processeur basé sur la physique quantique, ce serait plus efficace de modéliser les propriétés du monde microscopique. Donc ensuite, Deutsch nous a fait comprendre qu'en fait, des propriétés comme la superposition et l'intrication quantique introduisent une sorte de parallélisme qui permet d'effectuer des calculs de façon plus efficace, surtout si on a à explorer une vaste gamme un vaste ensemble de données. Ensuite, il y a eu les travaux pionniers de Peter Shor,
qui nous ont montré, par exemple, qu'avec un algorithme quantique, on peut arriver à factoriser un nombre premier de gros nombres. Ça, c'est très important pour la cryptographie. Mais surtout, Shor nous a montré qu'il est possible de corriger les erreurs qui peuvent avoir lieu dans un processeur quantique. On peut le traiter, parce qu'en fait, l'information quantique est en soi quelque chose d'éphémère, qui est en fait sujet aux ennuis de l'environnement, et donc il faut gérer. Donc, à partir de ces propositions, pendant, disons, une quinzaine, vingtaine d'années, c'est surtout dans les laboratoires académiques que les expérimentateurs ont commencé à regarder comment traduire en pratique ces idées. Ils ont regardé un petit peu dans leur tiroir quels étaient les systèmes qu'ils avaient à disposition et ils ont commencé à avancer. Mais plus dernièrement, disons pendant les derniers 5-6 ans, en fait, il y a eu l'entrée en jeu des acteurs privés, des grosses entreprises comme Google, comme IBM, et aussi la naissance des startups privées, ce qui a profondément changé aussi la façon de faire la recherche dans ces domaines. Donc en Europe, il y a eu, on peut rappeler, la création le lancement d'une flagship sur les technologies quantiques, il y a quelques ans, et plusieurs pays ont lancé des programmes dédiés. La France l'a fait aussi cette année avec les plans quantiques dont vous avez probablement entendu parler. Donc, on peut voir donc, le calcul quantique peut effectivement, si une fois réalisé, on en est encore loin, mais il pourrait effectivement avoir des impacts importants sur la société. Donc, c'est sûr que il ne faut pas penser que l'ordinateur quantique va remplacer les ordinateurs classiques. Ce sera que sur certains types de calculs qu'il aura un vrai impact. Donc, mais en tout cas, sur certains types de calculs, on s'attend qu'il dépassera largement les capacités de calcul des ordinateurs classiques. Donc, où on en est aujourd'hui vis-à-vis de cette confrontation entre les calculs quantiques et les calculs classiques? Donc, vous avez peut-être, vous vous rappelez de ce papier qui a aussi été discuté par Xavier Vental, un papier de Google, où il... Il vous rappelle. Donc, Google, ils ont pris un processeur basé sur des circuits supraconducteurs. Les qubits, c'est des oscillateurs LC avec une petite non-linéarité qui se comportent qui peuvent coder de l'information quantique. Et avec ces processeurs, ils ont été capables d'effectuer des calculs et comparer le temps de calcul à ceux qui seraient nécessaires dans un ordinateur classique. Alors, comme l'a dit Xavier, on peut discuter s'il s'agit vraiment d'une suprématie ou pas, mais ce qui est sans doute vrai, c'est que c'est un résultat absolument formidable, exceptionnel. C'est un résultat scientifique d'une valeur certes, où on a franchi vraiment un pas important. Et donc, ce qu'il faut comprendre, que par exemple, dans les processeurs de Google, on a déjà un nombre de qubits qui est de l'ordre de la cinquantaine de qubits, qui correspond à un espace d'état déjà formidable, difficile à coder sur un ordinateur classique. Donc, autre que le qubit supraconducteur, parmi les systèmes qui sont les plus avancés aujourd'hui, on peut aussi rappeler les ions piégés et les photons, les qubits à base de photons, où l'information quantique est codée dans la polarisation du photon. Alors, les ions piégés sont des ions qui sont piégés dans des pièges électromagnétiques. Dans le cas des photons, c'est des photons qui se propagent sur un circuit photonique, des guides d'ondes photoniques. Donc, dans tous les cas, on est sur quelques dizaines de qubits, pour vous donner une idée.
Alors, maintenant, si on veut réaliser un qubit, la première chose qu'on a besoin, c'est que ce qubit puisse coder un certain état et de le garder pour longtemps, suffisamment longtemps. Donc, si on prend un photon, par exemple, qui se propage dans le vide, eh bien, lui, il gardera sa polarisation pratiquement à l'infini. Si on le met évidemment dans un milieu qui peut diffuser ou absorber les photons, ce ne sera plus le cas. Si on prend un ion tout seul, le piège sur un puits de potentiel électromagnétique, lui, il pourra garder son état quantique pour des heures. Et pareil, on peut le dire pour le spin du nucléus, d'une impurité de phosphore, dans du silicium purifié isotopiquement, dans un silicium constitué uniquement d'isotopes 28 qui n'ont pas de spin nucléaire. Donc, on peut effectivement trouver beaucoup de systèmes qui ont des temps de cohérence très, très, très longs. Mais ce n'est pas exactement ça qu'on a besoin, en fait. Parce que lorsqu'on veut faire un ordinateur quantique, on a besoin de ça, mais on a besoin aussi d'intervenir sur les états quantiques. Donc, par exemple, on a besoin d'ajouter des grilles, des électrodes qui permettent de manipuler les états quantiques des qubits, de chaque qubit, de les coupler entre eux. Donc, cela introduit forcément des canaux de décohérence. D'accord? Donc, il faut trouver à ce moment-là le bon compromis entre capacité de manipuler le qubit et préserver sa cohérence. Donc, tout ça, ça se traduit dans un paramètre, si vous voulez, que c'est le nombre d'opérations qu'on arrive à faire pendant le temps de cohérence du qubit, avant qu'une erreur se présente. Une autre chose qu'on a besoin pour développer un ordinateur quantique, c'est de mettre plusieurs qubits les uns à côté de l'autre. En particulier, on a besoin de faire des opérations à 2 qubits pour les intriquer les uns avec les autres. Et ensuite, en mettre plusieurs à côté sur un réseau qui doit pouvoir atteindre une certaine taille, parce qu'un petit nombre de qubits est facilement simulable sur un ordinateur classique. Et en plus, comme je vous ai dit, il y a la possibilité de corriger les erreurs à travers des codes de correcteurs d'erreurs, mais le prix à payer, c'est d'introduire une redondance dans le nombre de qubits physiques. Donc, pour chaque qubit, il faut maintenant, probablement, avec les fidélités qu'on a aujourd'hui, c'est à peu près 1 pour 1000 d'erreurs. Donc, il faut au moins 10 000 ou 10 000 qubits physiques pour chaque qubit logique. Donc, on comprend bien qu'on a un problème de scalabilité aussi à traiter. Alors, ceci dit, maintenant, on peut se demander qu'est-ce que le semi-conducteur, qui a un rôle si important dans les technologies d'information classiques d'aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait avoir effectivement quelque chose à porter dans ces nouveaux domaines? Alors, on sait que le semi-conducteur permet, par exemple, de confiner les électrons dans plusieurs directions dans l'espace. On peut tenir des systèmes bidimensionnels, monodimensionnels, des nanophiles, ou même des boîtes quantiques zéro-dimensionnelles dans lesquelles on peut piéger peut-être un seul électron. Et les semi-conducteurs permettent aussi de confiner la lumière dans les cristaux photoniques. Et il permet aussi, par exemple, des boîtes quantiques insérées dans une structure semi-conducteur permet d'émettre des photons uniques de lumière, ce qui est aussi important pour l'information quantique. Donc, les boîtes quantiques, si on pense à coder de l'information quantique, il a été suggéré à la fin des années 90 qu'on pourrait utiliser le spin d'un électron piégé dans une nanostructure de semi-conducteur. C'est la fameuse proposition de Daniel Loss et David DiVincenzo. Et essentiellement, l'idée d'utiliser le spin, qui est une propriété magnétique, vient du fait que cette propriété n'est pas tellement sensible au bruit électrique de l'environnement. C'est essentiellement ça. Donc, après cette proposition, Bruce Kane est venu avec une idée assez similaire, mais cette fois, en pensant à le spin nucléaire
impureté de phosphore dans une matrice de silicium. Et là, le mot magique, c'est silicium, parce que c'est un mot qui permet de faire une connexion directe à la technologie la plus avancée qu'on connaît. Donc, c'était ça, en gros, l'intérêt principal de cette proposition. Donc, les premiers qubits à base de spin, en fait, ont été réalisés dans des hétérostructures à base d'arsénure de gallium, parce que c'est dans ce système qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, on savait comment faire des boîtes quantiques assez propres et régulières. Mais on a tout de suite compris que dans ces matériaux, il y a les spins nucléaires qu'on ne peut pas enlever du gallium, de l'arsenic, et donc le temps de cohérence des spins est très faible, en fait. Pour voir la lumière d'un qubit, pour qu'un qubit de spin puisse voir la lumière dans le silicium, on a fallu attendre encore quelques années. Et donc, le premier qubit de silicium arrive en 2012. Mais après cette date, il y a eu une évolution assez rapide de la qualité de ces qubits. Et pour le comprendre, il est intéressant de comparer l'évolution des qubits silicium par rapport à l'évolution des qubits supraconducteurs. Donc, on a un démarrage beaucoup plus tard, vous voyez, mais ensuite, on a une progression très rapide, surtout grâce à l'introduction du silicium 28, donc de la purification isotopique du silicium. Mais non seulement, aussi pour d'autres raisons. Donc, aujourd'hui, les qubits de silicium ont des taux d'erreur qui sont comparables à ceux de qubits supraconducteurs, au moins au niveau du qubit unique. Mais très récemment, on a eu aussi des développements très importants sur les portes logiques à 2 qubits. Je vous dis, c'est très important aussi de faire des opérations avec 2 qubits à côté. Et donc là, on est sur des fidélités qui commencent à être aussi comparables à celles des qubits supraconducteurs. Il a été aussi montré que les qubits semi-conducteurs, bien que toutes ces démonstrations, pour l'instant, dans les qubits supra et semi-conducteurs, sont faites dans des cryostats à dilution, en dessous de 0,1 Kelvin, il a été montré que les qubits semi-conducteurs peuvent fonctionner aussi au-dessus de 1 Kelvin. Ça peut paraître pas une grande différence, mais ça fait effectivement une énorme différence, parce qu'à cette température, on a des pouvoirs de réfrigération qui sont beaucoup plus élevés. Et en termes de nombre de qubits, aujourd'hui, l'état de l'art, c'est 6 qubits, comme il a été présenté récemment par l'équipe de Delft à QTech. Donc, vous voyez, les qubits se présentent comme une alternative tout à fait respectable. Si on regarde les propriétés individuelles de les portes à 1 et 2 qubits, maintenant, l'intérêt, c'est de vraiment aller voir comment on peut transférer ces démonstrateurs académiques, disons, sur une plateforme plutôt de niveau industriel. Et c'est exactement l'approche qu'on a suivie ici à Grenoble, quand on a établi une collaboration d'abord avec les LETI et ensuite aussi avec l'Institut Néel. Donc, on a démontré en 2016 qu'on pouvait coder un bit quantique dans un dispositif qui ressemble à un transistor conventionnel à base de la technologie du LETI sur les nanofils de silicium. Et donc, depuis là, on a monté, disons, en capacité et on a monté un programme plus ambitieux qui, d'un côté, vise à augmenter les nombres de qubits sur une approche qui est toujours type transistor. Donc, on ne va pas révolutionner la technologie. Donc, sur la même filière, on va essayer de passer d'un seul qubit à une chaîne de qubits. Et en parallèle, on a commencé aussi à travailler sur le développement de réseaux bidimensionnels de qubits. Parce que c'est ce qu'on a besoin, effectivement, pour implémenter les codes de correction d'erreurs basés sur ce type de topologie. Et c'est grâce à un financement qu'on a reçu dans le cadre du programme Synergie par l'Europe qu'on a pu effectivement attaquer cette deuxième partie du problème, qui est un petit peu à plus long terme. Alors,
Maintenant, vous pourrez penser qu'effectivement, on sait comment faire les qubits, et maintenant, il faut juste, c'est un problème d'ingénierie. Ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment exploré encore les possibilités qui existent, même au niveau de l'implémentation du qubit élémentaire. Il existe encore plusieurs options, et on n'a pas encore pu trancher entre eux. Par exemple, on pourrait se dire, je peux coder l'information quantique sur le spin d'un électron dans la bande de conduction. Ou je pourrais par contre utiliser un trou. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent d'ailleurs dans notre laboratoire. C'est quoi le mieux? Alors les électrons, c'est sans doute l'approche la plus répandue actuellement par nos compétiteurs. Mais les trous, ils sont en train aussi de prendre de l'ampleur. Alors les électrons ont des temps de cohérence qui sont aujourd'hui plus longues que les trous. Mais il y a aussi d'autres problèmes, la dégénérescence des vallées, c'est un peu technique, et aussi le fait que si on veut manipuler les spins d'un électron avec un signal RF sur une grille, donc il faut introduire un champ magnétique, un gradient de champ magnétique dans les systèmes qui peut se faire à l'aide des micro-aimants qui sont intégrés dans les structures. Donc vous voyez, il y a quelque chose à ajouter pour implémenter cette fonctionnalité. Tandis que les trous ont intrinsèquement ce couplage entre le mouvement, la propriété orbitale et les spins, ce qui permet de manipuler les trous juste en appliquant un champ électrique oscillatoire. C'est comme ça qu'on a fait. Alors, il existe encore des options sur lesquelles on n'a pas tranché, au niveau des matériaux et de la technologie à utiliser. Donc, on peut faire des qubits sur une base CMOS, silicon CMOS, dans du planaire, dans du FinFET ou dans du SOI, comme on fait ici. Mais on peut aussi utiliser des hétérostructures à base de silicium-germanium. Là, dans ce cas, les électrons sont piégés dans un puits de silicium, et l'avantage, c'est qu'on a des mobilités plus élevées, une qualité cristallin, on ne souffre pas du désordre d'interface avec l'oxyde. Et récemment, il y a aussi un nouveau matériau qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est les hétérostructures de silicium-germanium à forte concentration de germanium. Dans ce cas, on fait affaire avec les trous dans un canal de germanium, dans cette hétérostructure. Et nous, par exemple, dans notre labo, on a montré que ces gaz bidimensionnels de trous ont des mobilités très élevées et on peut observer, par exemple, de la conduction balistique sous des échelles de longueur assez remarquables, donc avec des plateaux de conductance, comme vous voulez. Donc, on a vraiment une qualité cristalline qui est exceptionnelle. Les gens de Delft, ils ont plus tard montré qu'il est aussi possible, en utilisant ces structures, de réaliser un processeur à 4 qubits. En seuls 2 ans de travail, ils sont passés de rien à 4 qubits. Mais les semi-conducteurs offrent aussi d'autres possibilités, au-delà des qubits de spin. Par exemple, quand j'étais à Delft, on a pu montrer que si on prend un nanofil d'arsénure d'indium et on le met entre 2 contacts supraconducteurs, on est capable d'induire de la supraconductivité dans les nanophiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajuster la courant supraconductive maximale, donc la courant critique de ces dispositifs, à travers une grille. Alors, les gens, à ce moment, ont pensé de mettre ce type de dispositif, d'utiliser ce type de dispositif pour remplacer les junctions Josephson d'un qubit supraconducteur. Ces qubits, ils s'appellent soit Transmon, soit XMON, c'est ceux de Google. Et l'intérêt de faire cette substitution, c'est que dans les cas dans ce deuxième cas, qu'on appellera les gate-mon, on va pouvoir régler l'énergie du qubit à l'aide juste d'un voltage de grille, qui ne consomme rien du tout en énergie. Tandis que pour régler l'énergie des qubits supraconducteurs, ça se fait de façon inductive, en passant des courants qui sont de l'ordre du milliampère. Alors si on a un seul qubit,
Ce n'est pas très grand, mais si on commence à avoir beaucoup de qubits, ça fait des courants qui commencent à être très élevés et qu'il faut gérer au niveau de la dissipation selon les lignes du réfrigérateur. Et donc, ça donne aussi un problème le champ magnétique, disons, se propage sur des distances plus élevées. Donc, on peut avoir des interférences qui n'ont voulu. Donc, le concept du gate-mode a été effectivement implémenté. Et pour l'instant, ça marche, mais les propriétés ne sont pas encore au niveau du transmode ou de l'X-mode. Alors, en fait, il y a aussi une autre possibilité en utilisant, en couplant un nanophile semi-conducteur avec un supraconducteur. Et c'est celle de créer un état qu'on dit de supraconductivité topologique, dans lequel on va avoir la naissance des états qui s'appellent l'état de Majorana et qui peuvent servir à coder de l'information quantique. Donc, il faut une certaine combinaison de propriétés. Donc, il faut que le nanophile soit unidimensionnel, qu'il y ait une interaction spin-orbite, il faut mettre du champ magnétique, il faut l'effet de proximité. Et si on met tout ça ensemble, des propositions théoriques ont montré qu'on peut effectivement avoir ces états de Majorana. On peut les voir, ils sont au bord du nanophile, d'accord? Et on peut les voir comme une fractionnalisation d'un électron. En gros, deux états de Majorana vont pouvoir loger un électron entre ces deux ou être vides. Et ces deux-là vont être les deux états du qubit. Donc, c'est des états qui existent dans les gaps du supraconducteur à zéro énergie. Vous voyez là, dans cette figure à droite, c'est la densité d'état. Alors, c'est les paris qu'a fait Microsoft, celui-là, c'est d'utiliser ces états. L'intérêt, en fait, c'est que comme ces états sont délocalisés, ils ne sont pas sensibles a priori, à des interférences locales, à du bruit électrique local, par exemple. C'est ça l'avantage. Donc, ils seraient plus protégés, leur courant serait protégé. Donc, vous voyez ici un exemple d'un dispositif à un seul nanophile qui pourrait coder 4 qubits, un pour chaque nanophile. Et il y a des schémas, effectivement, pour manipuler l'information quantique. Alors, mais d'abord, il faut les mesurer, il faut trouver qu'il y a effectivement ces Majorana. Donc, pour les faire, une façon relativement simple, c'est de faire une spectroscopie tunnel, donc d'attacher un circuit électrique, de mesurer les courants, et si on a des états à zéro énergie, on s'attend d'avoir un pic dans la conductance à zéro bias, à zéro voltage. Alors ici, vous voyez un exemple des résultats de l'équipe de Leo Kouwenhoven, à gauche. Et effectivement, quand vous appliquez un champ magnétique, vous avez l'émergence d'un état à zéro bias. D'accord? Et à droite, vous avez une mesure faite dans mon laboratoire, dans un système assez similaire, où on a à peu près la même chose, mais dans ces cas-là, on sait exactement qu'il ne s'agit pas de Majorana, mais il s'agit d'état d'Andreev. Et en fait, je vous dis ça parce qu'en fait, en général, c'est assez difficile de distinguer ces deux états, les uns de l'autre. Donc, dans les nanophiles semi-conducteurs, on est encore un petit peu dans l'incertitude, dans les débats. Il y a beaucoup d'expériences, mais ce n'est pas encore complètement sûr que ces états de Majorana ont été effectivement observés. Avant de conclure, je vais vous montrer encore un exemple de ce qu'on peut faire avec les semi-conducteurs. Et cette fois, dans le domaine de la photonique. Donc, je vous dis, on peut utiliser un photon unique pour coder de l'information quantique dans les états de polarisation du photon. Et ensuite, ce qu'on fait, on va envoyer plusieurs photons dans un circuit de guides d'onde. Et en fait, ce circuit, typiquement, est réalisé dans des technologies à base de silicium. Et OLETI, c'est une expertise, un savoir-faire qui existe depuis longtemps, qui permet de réaliser des circuits photoniques à base de technologies SOI. Si vous en voulez savoir plus, je vous invite à contacter Ségolène Olivier. Et donc, il y a aujourd'hui aussi un intérêt d'OLETI d'aller regarder un petit peu dans les applications quantiques, pour les calculs quantiques. Et Ségolène collabore aussi avec notre institut, en particulier avec Jean-Michel Gérard.
Jean-Michel Gérard a récemment aussi publié un article où ils ont trouvé que si on met des défauts à base de carbone dans du silicium, on peut avoir des émetteurs de photons uniques dans la gamme des télécommunications. Donc c'est un résultat très important parce que ça serait aussi naturellement compatible au guidon de base de silicium. Voilà, alors les messages que je voudrais vous laisser se résument en 3 points. Donc, si on veut développer un processeur quantique, il faut qu'on trouve le bon compromis entre la fidélité du qubit, les opérations par erreur, si vous voulez, et la scalabilité. Plus notre qubit est bon, moins on aura besoin d'ajouter des qubits. D'accord? Après, je vous ai montré plusieurs exemples dans lesquels on voit que les semi-conducteurs offrent une variété de possibilités absolument valables pour développer des ordinateurs quantiques scalables. L'avantage, c'est qu'on peut s'appuyer à des technologies qui sont nettement plus mûres que les autres que je vous ai mentionnées. Et le dernier point, je vous ai montré aussi qu'aujourd'hui, on est encore dans un stade de recherche. On n'a pas tout compris encore. Donc, il faut à la fois s'intéresser au problème du scaling, de mettre plusieurs qubits ensemble, mais aussi il faut encore qu'on arrive à optimiser et à étudier les briques de base. Donc il s'agit vraiment de peser et trouver la bonne balance entre ces 2 éléments. Les 2 sont importants pour progresser. Et là, je vous laisse et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Silvano, pour cette présentation. Effectivement, ça nous éclaire beaucoup sur comment est-ce qu'on peut, quel est le champ de recherche et aussi au niveau des matériaux. Et c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir ta présentation aux questions. Alors, ce que je vais proposer, c'est de travailler sur une question alternée entre les personnes qui sont en présence et les personnes qui sont à distance. Alors, je vais lire la question pour laisser le temps à tout le monde de s'en imprégner. Alors, est-ce qu'un ordinateur quantique sera toujours limité à un certain type d'algorithme? On peut penser qu'un ordinateur quantique universel pourra un jour exister. Pourrait-on penser? C'est le but, effectivement. L'ordinateur universel, c'est le but ultime. Ce qui dit, aujourd'hui, ce qui semble plutôt réaliste sur une échelle de temps un peu plus courte, c'est de ne pas faire de la correction d'erreur, ce qui serait indispensable pour un ordinateur universel, mais de travailler avec des qubits qui ont leurs erreurs, pour faire, par exemple, des simulations quantiques. Donc, on parle de noisy quantum computing. Donc, c'est une approche un peu alternative et peut-être à plus court terme. Voilà. Très bien, merci. On a une question dans la salle. Eh bien, je vous donne la parole, allez-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, d'accord, très bien. Excusez-moi. Bonjour. Il y a une chose que je n'ai pas très bien comprise. Vous avez parlé de calcul quantique à température très très basse. Est-ce qu'il est possible de faire du calcul quantique à température ambiante? Il est possible. Il suffit de prendre d'autres systèmes qui marchent à température ambiante. On voit par exemple les photons. Eux, ils marchent à température ambiante. On n'a pas besoin de les circuits qui soient à très basse température. Donc, en fonction de... Alors, la question pourquoi on est à très basse température, c'est qu'en fait, les qubits que je vous ai montrés, supraconducteurs, supraconducteurs, c'est à peu près évident. Il faut que les matériaux soient supraconducteurs. Donc, il faut descendre en température. Et la température critique de l'aluminium qui est utilisée là est de l'ordre de 1 Kelvin, 1,2 Kelvin. Peut-être un peu plus parfois. Mais donc, il faut être bien en dessous de ça. Pour les qubits semi-conducteurs, le problème qu'on a, c'est que on va piéger des électrons dans des puits qui ont des énergies de confinement qui sont relativement faibles. Donc, si on monte en la température, on va perdre ces électrons pour excitation thermique, par exemple.
Ça, c'est le premier phénomène. Mais après, on a aussi il faut dire qu'on augmente la température, on peut voir aussi de la nuisance en plus. Donc, la cohérence va être un peu impactée aussi. Donc, il faut trouver un petit peu le compromis. Très bien, merci beaucoup. Je vais voir s'il y a une question de l'auditoire à distance. Oui, alors, comment fait-on pour intriquer 2 trous ou 2 électrons? Ouais. Quelle opération physique faut-il faire? Alors, on peut appliquer, par exemple, ce qu'on appelle une porte à 2 qubits. Ça peut être un contrôle ROT, par exemple. Imaginons qu'on a un état qui est 0, 1, 1. Donc, on va pouvoir tourner un spin de façon conditionnée à l'état de l'autre. D'accord? Donc, en enchaînant ce type d'opération de contrôle ROT, on va pouvoir passer, disons, d'un état qui est qui est factorisé. Par exemple, on démarre avec une série des zéros, et en enchaînant ce type d'opération, on va pouvoir terminer avec des états qui sont, par exemple, la superposition de 0, 1 et 1, 0. Ça, c'est un état possible d'intriquer. Donc, c'est vraiment ce type d'opération à 2 qubits. Mais ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs C-phase, il y a plusieurs opérations à 2 qubits qui permettent d'intriquer les électrons. Et les électrons, les trous, c'est pareil, hein, parce que les deux sont des objets qui finalement ont des spins et demi, au moins ceux qu'on utilise, et donc on applique le même type d'opération. Merci, Silvano. On a une question depuis la salle. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très bien en ligne. Je vous prie d'excuser pour les interruptions de ce téléphone qui dysfonctionne. J'ai eu l'impression que votre travail de recherche actuellement consiste essentiellement à borner le calcul quantique, à lui tracer des circuits dans lesquels il va, et en lui donnant, observant ce qu'il fait, et en lui donnant éventuellement des objectifs. Et j'ai l'impression qu'à terme même, ça va vers de la dématérialisation et de la délocalisation importante. Alors, il y a ça, c'est comme vous dites. Alors, je n'en ai pas parlé, mais par exemple, avec les photons, il y a exactement, si j'ai bien compris votre question, il y a des expériences qu'on appelle des bosons sampling. On envoie des photons et sur un circuit, bon, ça peut être un circuit comme celui que je vous ai expliqué, ou ça peut être avec des miroirs, et on les fait interférer. Donc, on prépare notre circuit, et on les envoie, et on regarde la statistique de ces photons quand ils arrivent sur des détecteurs. D'accord? Alors ça correspond un petit peu à ce que vous venez de dire. On a préparé notre système avec des échanges où on va effectivement, pendant les circuits, les photons vont être manipulés, effectuer des opérations, changer leurs états, et on va regarder les résultats. Mais quand on parle d'ordinateur quantique universel, on n'est vraiment pas dans cette logique, on est dans la logique de faire des opérations qui changent à chaque fois et qui implémentent différents types d'algorithmes. Est-ce que ça répond à la question? Excusez-moi, vous allez attendre qu'on vous donne le micro, parce que sinon, personne ne va entendre. Merci. Parce que je pense que l'intérêt du quantique, c'est sa capacité à utiliser l'environnement, le magnétisme, la lumière, etc., pour sa propre fin. Et ça c'est un développement extrêmement important, je pense. C'est peut-être son intérêt principal. Utiliser l'environnement. L'environnement, la lumière, le magnétisme, oui, etc., oui, pour ses propres fins, c'est-à-dire pour ses propres calculs ou ses propres modifications qu'il donne à l'État. C'est-à-dire que c'est pas une... Alors, je crois avoir compris. Donc, ça veut dire que moi, je peux utiliser des photons pour simuler aussi d'autres systèmes. Ça, c'est vrai. C'est pas que les photons vont simuler un système à base de photons. Non, je peux... ça devient un peu technique, mais je peux imaginer une hamiltonienne qui peut représenter n'importe quel système et d'utiliser un système particulier pour trouver les états de cet hamiltonien, l'état fondamental de l'hamiltonien. Voilà. Donc non, en réalité, ça va au-delà du système spécifique. Très bien. On va passer à une question des participants à distance. Vous parlez d'ordinateur universel, tout en indiquant bien que l'ordinateur quantique ne répondra pas aux mêmes objectifs que les ordinateurs binaires. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur universel? Alors,
Un ordinateur universel, comme je le dis, c'est un ordinateur dans lequel je peux implémenter n'importe quel algorithme quantique. Maintenant, quand je dis qu'il ne va pas remplacer les ordinateurs classiques dans tous les domaines, c'est que simplement, le calcul quantique n'est pas fait pour résoudre tous les problèmes. Je veux dire que pour résoudre certains problèmes, il sera plus efficace, mais pour d'autres, c'est l'ordinateur classique qui sera gagnant. Après, il y a aussi d'autres questions un peu plus pratiques, c'est-à-dire que j'ai un peu du mal à imaginer un ordinateur quantique dans mon poche. Donc, aujourd'hui, c'est sur la base de ce qu'on a, on pense plutôt à un ordinateur quantique comme à un central de calcul qui est dans une pièce et qui fait les calculs pour des utilisateurs ailleurs. Voilà. Très bien, merci. A-t-on une question dans la salle? S'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Avant de repasser aux questions à distance. Silvano, tu as parlé donc de ces matériaux semi-conducteurs et moi je connaissais le cas du silicium qui, c'est pas le silicium classique qu'on va utiliser, c'est un silicium qui va être d'un certain isotope du silicium. Et je voulais savoir si pour les autres matériaux, GAS, etc. Alors, il y a parfois on peut régler les problèmes. Dans le silicium, l'isotope le plus abondant, d'ailleurs, c'est le silicium 28 qui n'a pas de spin. Donc, on a à peu près 5% d'isotopes dans du silicium naturel qui ont du spin nucléaire. Donc, il faut les retirer. Ouais. Dans du GAS, tous les isotopes ont du spin, donc on ne gagnera jamais. Donc, il y a des matériaux où malheureusement, on ne peut rien faire. D'accord, très bien. Merci, tu m'as éclairé. J'espère que ça a apporté un éclairage pour nos auditeurs. Alors, à distance, est-ce qu'on a une question? Oui. Un ordinateur quantique peut-il être Turing universel comme l'est un ordinateur classique? Ouh là là. Mais tu as droit à un joker. Tu as tout à fait droit à un joker. Prochaine question. Non, c'est un joker, c'est-à-dire que j'invite la personne qui a posé cette question, donc qui est Jean-Pierre Reynard, de discuter avec toi, de préciser peut-être un peu plus sa question et de venir de te contacter pour en discuter. D'accord? Oui, merci. Merci Jean-Pierre Reynard pour de bien prendre en compte. Non, je n'ai pas la réponse dans la poche. Donc... c'est normal, on peut. J'ai un ordinateur classique. Oui. Très bien. Bon, est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui. Non? Oui? Oui, pardon. Voilà, on vous apporte le micro. Oui, vous avez parlé en fait de l'arrivée d'acteurs privés dans ces technologies et que ça avait changé beaucoup la donne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente en pourcentage d'efforts le pourcentage entre le privé et le public et en quoi ça a changé la donne? Alors, il faut dire que c'est un peu difficile de répondre dans le sens que, alors, il y a les acteurs privés qui ont beaucoup de ressources, mais bon, évidemment, ils ne sont pas si nombreux. Donc, on a Google, Microsoft, c'est beaucoup d'argent concentré à un même endroit. Au niveau académique, on a beaucoup d'universités, des groupes un peu partout le monde. Donc, je ne pense pas qu'il y a une échelle, si on fait l'intégrale de tout, qu'on puisse dire que dans les privés, il y a plus d'argent que dans le public. C'est juste que dans les privés, il est vraiment concentré et ça permet vraiment de faire des efforts très focalisés et très costauds sur une thématique assez focalisée. Tandis que dans les recherches publiques, voilà, ça explore un peu plusieurs pistes, voilà. Donc, il y a un peu moins de focus. Mais bon, même dans les publics, on a quand même la tendance à monter des projets qui sont relativement gros. On a des centres, on dirait publics, par exemple, prenons le cas de QTech à Delft. Oui, c'est public, QTech.
Et donc, c'est le gouvernement hollandais qui a décidé de créer ce centre avec beaucoup de chercheurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup derrière, il y a un financement très, très important derrière ça. Et pareil, on peut dire à Chalmers, il y a un gros investissement. Au Canada, il y en a beaucoup, en fait. Donc, il y a beaucoup d'argent public, finalement. Et même les privés, parfois, ils bénéficient de l'argent public pour leur recherche. Très bien, merci Silvano. Je crois qu'on arrive à la fin de notre séance, à moins qu'il y ait une question à distance. Non. Eh bien, écoutez, je vous invite à remercier à nouveau Silvano pour cette présentation qu'il nous a faite. Merci beaucoup. C'est chouette d'entendre des applaudissements à nouveau en présence. Je pense qu'à distance, il y a aussi des remerciements qui sont transmis dans ta direction. Bien, eh bien, Tout à fait. Merci pour la question. Voilà, très bien. Alors, je vais prendre ta place, puisque j'ai pas le masque, juste pour clore. Et vous souhaitez de très belles trêves d'été. Et je vous donne rendez-vous à septembre, avec toute l'équipe de Midi Minatech, qui est toujours enthousiaste pour vous accueillir. À bientôt. Thank you.